Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis et vice-président du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va bien, mais ne soyez pas trop dans la complicité, la connivence, sinon vous allez être rattrapé encore. Je me suis fait épingler par une célèbre émission que je serais trop gentil, alors je vais être méchant, Roger. Voilà. Vous allez dérouiller. Ouais, voilà, et vous aussi. Et bonjour à nos auditeurs. Bon, tout de même, quelle stratégie de LFI sur la réforme des retraites, la réforme validée, les concerts de casseroles, Macron de retour sur le terrain, la fraude sociale, le partage des richesses, l'avenir de la NUPS, autant de questions que nous allons aborder. Alors qu'Emmanuel Macron donc veut tourner la page, vous voulez maintenir la pression sur la réforme des retraites. Est-ce que vous avez bon espoir d'un point de vue classique, c'est-à-dire dans la deuxième demande, par exemple, du référendum d'initiative partagée dont la décision sera rendue le 3 mai ? J'aimerais. Déjà, il y a du dépit déjà. Oui, non, pas du dépit. On va voir. Revenons à la décision du Conseil constitutionnel, en vérité, la manière dont les choses ont été faites a donné l'impression qu'il donnait un sentiment, est-ce que la loi, elle est juste, elle est pertinente ou pas. Il n'a fait que juger en fonction de la Constitution actuelle si elle était dans les clous ou pas. Moi, je pense qu'il y avait un caractère inconstitutionnel qui était pointé par beaucoup de juristes. C'est dans le flou qu'il y a une interprétation, selon moi, assez politique de dire OK. Il n'empêche qu'une fois qu'on a épuisé tout ça, le désaccord, il demeure dans le pays. Les gens ne manifestaient pas. J'ai eu personne avec un petit panneau disant loi inconstitutionnelle, etc. C'était un désaccord social, politique, avec le fait de travailler 2 ans de plus, qui était jugé ni juste ni justifié. Donc c'est ça qu'il faut. Personne, ne va tourner cette page-là. Les gens vivent pas dans des séquences de communication où d'un seul coup on leur dit vas-y coco, on passe à autre chose. Ça ne peut pas être comme ça. Donc la colère, elle demeure. Et ce que j'ai observé moi dans ce mouvement, je trouve que c'est sa caractéristique, c'est que le désaccord social, il est là. La crise sociale est là, donc, et on a, depuis l'utilisation en particulier du 49.3, une crise d'ordre démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que normalement, quand on vit en société, il faut qu'il y ait un certain consentement à l'autorité, une acceptation des institutions, des règles communes, qui fait que même si vous êtes un opposant ou majoritaire, tout le monde vit ensemble en gérant le désaccord. Là, le sentiment qui monte dans le pays, c'est que nos institutions, et d'un certain point de vue, je me félicite de ce point de vue parce que je suis pour la 6e République. C'est que ça ne va plus. Trop de pouvoir présidentiel, trop de présidentialisme. Un Parlement piétiné, méprisé. Piétiné, vous avez contribué aussi peut-être vous-même à lui donner une autre image, à la NUPS. Alors, premièrement, et les filles, non ? Mais je vais répondre. Oui. Premièrement, le fait d'utiliser le 49.3, c'est pas des panneaux et des chants de la Marseillaise. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que tout le monde comprenne, il y a 577 députés. On les aime ou on les aime pas. On peut juger qu'ils ont un certain confort matériel, ce qui est vrai pour travailler, mais il faut qu'ils travaillent. Et là, vous avez une première ministre qui dit vous voterez même pas. Parce qu'elle sait qu'elle est minoritaire. C'est inquiétant quand même. Deuxièmement, il y a du tohu-bohu à l'Assemblée nationale. Mais vous êtes un homme cultivé, je ne devrais pas dire ça. Non, mais attendez, quand on a un peu de bouteille, et je vais citer Jean-Louis Debré, l'Assemblée nationale, ça a toujours été un lieu de propos vifs, d'empoignades, voire même... Pour ceux qui ont de la mémoire, au 19e siècle, sous la 3e République, Jean Jaurès prenait un coup de poing au visage en descendant de la tribune. Mais il ne faut pas souhaiter ça, on arrivait jusque-là. Mais j'ai cru lire que certains disaient, depuis qu'il y a les Insoumis, on arrive à quelque chose qui est... Non, depuis qu'il y a les Insoumis, effectivement, il y a une vivacité dans le propos qui est là. Certains chez vous disaient, il faut zadiser quand même. Non, mais ça, c'est ça a été repris, détourné. De LV. Moi, je suis pas pour... Non, mais justement, moi, à l'époque, j'avais répondu, ZAD, ça veut dire zone à défendre. Moi, je suis pour pas une ZAD, je suis pour un PAD, c'est-à-dire un Parlement à défendre. Quand on a un pouvoir présidentiel qui est en capacité de dire mais je me fiche de ce que pensent les députés, je vais dire à ma première ministre d'utiliser le 49.3, plus que jamais on ne doit pas faire une zone à défendre et bordéliser, si je puis dire. On doit au contraire dire Parlement souverain et il est hors de question de lui marcher dessus. Eh bien, ça a été le cas. Alors, où on en est, et je termine là-dessus, mais c'est important parce que selon moi, et je profite de ce micro pour le dire, ça correspond à la période. Les amis qui m'écoutaient, il est temps de pouvoir avoir une discussion. Nous, on ne serait pour qu'on puisse réunir une assemblée constituante si nous avions le pouvoir pour changer d'institution. Arrêter cet ultra-présidentialisme qui nous rend fous. Cette espèce de, je vais être pompeux, mais on me comprendra, le bonapartisme, c'est-à-dire l'idée du personnage au-dessus de tout le monde, qui peut décider, qui tranche, qui brise, qui est enivré par son verbe. C'est ce qu'on a vu l'autre soir avec Emmanuel Macron, qui pense que il peut comme ça régler les problèmes et faire tourner la page à un pays parce qu'il dit des choses qui sont des grandes banalités d'ailleurs et qu'il ne fera pas lui-même.
Bon, tout ça, il y en a assez. Il faut que le peuple puisse intervenir. Pourquoi on n'a pas dénoué le grand désaccord qui secoue le pays par un référendum? C'est basique. Le oui, le non. Est-ce que, pour non, mais revenir ça, à la question, parce que la crise va continuer. On a compris votre message, effectivement, Alexis Corbière, mais alors, est-ce que sur ce référendum, c'est encore jouable ou pas? Vous y croyez J'aimerais, mais les arguments qui ont été utilisés pour envoyer promener la version 1 risquent d'être utilisés pour envoyer la version 2. Avec un jeu d'une litote, c'est-à-dire que quand une loi est promulguée, on ne peut pas déposer un RIP, mais on nous a répondu que les conditions de notre RIP ne s'appliquaient pas, vu que ça a été examiné dans un moment où la loi n'a pas encore été promulguée. C'est-à-dire, en gros... maintenant, elle est promulguée, donc il y a un deuxième RIP. Mais ça va être un peu long. Donc, vous êtes un peu pessimiste, quoi. Non, mais parce que ce que j'ai lu dans les multiples pages, je ne sais pas combien il y en a, du rapport du Conseil constitutionnel, et il y a des choses quand même qui nous posent problème. Je veux dire, le rapport du Conseil constitutionnel, je ne sais pas si vous l'avez lu, il considère qu'effectivement, il y a des arguments erronés, je le cite, de la part du gouvernement, ce qui, quand même, normalement, il doit juger de la sincérité et la clarté des débats, mais pour lui, ça n'invalide pas. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que je sais que vous avez l'idée toujours d'une nouvelle motion de censure. Voilà. Alors, il y a le groupe des indépendants, Lyot, là, qui va déposer une proposition de loi visant à abroger la réforme. À l'heure où nous parlons, rien n'est décidé, mais la discussion est la suivante. Effectivement, nous sommes favorables, pourquoi pas déposer une motion de censure? Pourquoi pas profiter? Sur quel thème? Une motion de censure pour censurer le gouvernement qui, effectivement, sur ce sujet-là, a amené à une situation, utilisation du 49.3, etc., etc. Le problème de la motivation n'est pas vraiment une difficulté, mais nos amis de Lyot, ils réfléchissent ou pas. Deuxièmement, réfléchissent ou pas de la pertinence d'une motion de censure. Deuxièmement, ce dont nous sommes aussi en train de discuter, c'est que il y a, avant l'été, ce qu'on appelle une niche parlementaire. C'est-à-dire une journée où chaque groupe peut déposer son texte. Je vais être précis, les communistes en ont un début mai, mais d'ores et déjà, l'ordre du jour a été fixé. Nos amis de Lyot, pour reparler d'eux, Monsieur Pancher, Monsieur De Courson, etc., qui sont devenus des figures publiques, c'est plutôt sympa, parce qu'ils ont pris des paroles courageuses, même s'ils sont pas de mon camp initialement, ont une journée avant l'été, et on peut profiter de leur journée de niche pour déposer un texte, notamment qui vise à abroger, je vais aller simple, l'article 1 et l'article 7, notamment, ou pourquoi pas la totalité de la loi sur les retraites. L'article 7, c'est celui de l'âge, l'article 1, c'est celui sur les régimes spéciaux. On est, à l'heure où nous parlons, c'est pour ça que je ne veux pas vous donner un grand scoop, mais en train de discuter avec tous nos amis de la NUPES, mais aussi nos amis de Lyot, pour qu'on puisse faire ça. Ça peut être pas mal, parce que ça peut créer un dynamisme de mois de mai, un enjeu, si je puis dire, un certain suspense, si on arrive à obtenir ça, parce que ce sera l'occasion de se mobiliser pour nous donner plus de force. Mobiliser et mobiliser aussi peut-être le Rassemblement national, si vous voulez que ça aille jusqu'au bout. Oui, non, de toute façon, dans ce genre... mais sinon, ça n'ira pas jusqu'au bout. Mais dans ce genre de cas, une motion de censure, tout le monde la vote. Et il y a déjà eu des votes où le Front National, le Rassemblement National, pour être précis, le votait. Je ne suis pas gêné par rapport à cela. Il y en a certains chez vous, dans votre camp, qui sont gênés, qui ne veulent pas... Qui refusent que les motions de censure présentées par Lyot soient aussi votées par le Rassemblement National. Ce serait ballot. Par contre, ce que nous ne voulons pas, nous, c'est marcher derrière le Rassemblement National, qui parfois profitait de l'aide des marcheurs, parce que vous savez, c'est serviette éponge. Ils sont dans un duo, tous les deux. Vous savez, c'est un petit duo. Ils sont soi-disant opposants, les marcheurs, à Madame Le Pen, mais il y a une fois où on avait déposé, je sais plus ce que c'était, une motion de rejet, une motion de censure. Et puis le Rassemblement National, Madame Braun-Pivet a préféré que ce soit Madame Le Pen qui parle avant nous. Là, ça nous a agacé parce que celle du Rassemblement National était perdante et la nôtre pouvait gagner. D'ici là, il y a les syndicats qui appellent à une nouvelle journée d'action, par exemple, déjà du 1er mai. Vous, est-ce que vous allez y participer le 1er mai, bien sûr, et puis à d'autres journées? Alors où nous parlons, c'est la date qui revient de la part de l'intersyndicale et je la soutiens, j'applaudis tous ceux qui nous écoutent, les amis. Est-ce qu'on peut imaginer donc ce 1er mai puissant, des millions de gens dans la rue, pour dire qu'effectivement, malgré les pirouettes et de Monsieur Macron qu'il a fait l'autre soir, le pays reste immobilisé et en désaccord. Faut donner à voir. Vous savez, plus qu'on a tous parlé de la Constitution, mais manifester, c'est constitutionnel. Faire grève, c'est constitutionnel. Donc le 1er mai, tous dans la rue, un 1er mai puissant. Il y a même des journées d'action avant, je les encourage. Et puis on peut imaginer aussi le coup des casseroles. Vous m'avez taquiné tout à l'heure, mais moi je trouve ça sympathique que les gens de manière un peu... Donc là, vous appelez mais pourquoi toujours pas, à ça fait des un tohu-bohu concerts de casseroles dans la rue, en Alsace et puis demain dans l'Hérault, quoi. Pourquoi pas? Non, mais même quand monsieur, là vous évoquez des déplacements du président de la République. Écoutez, il faut qu'il voit un peu l'état du pays. C'est pas seulement des jeunes gens qui lui disent Monsieur le Président, on veut chanter des chants pyrénéens avec vous. C'est aussi des gens qui sont en désaccord et qui aimeraient bien le faire entendre. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de ce chant pyrénéen entonné lundi soir par le président de la République?
Rien. J'ai vu la polémique. Enfin, c'est pas une polémique, c'est que manifestement, il y en a. Si j'ai bien compris, je l'ai pas étudié en détail. Un des jeunes gens qui se filme fait un signe un peu lié à un site qui est par des militants politiques qui sont peut-être reliés à l'extrême droite. Bon, je pense que le président de la République, lui, a enfin trouvé. À mon avis, il s'est dit enfin des gens qui me soutiennent, comme il y en a pas beaucoup, et il est allé se précipiter dans un groupe. Pas de chance, c'était des militants d'extrême droite. Bon, là, ce que ça révèle, c'est que comme il n'a pas beaucoup d'amis, le président, quand il marche dans la rue, quand il voit des gens qui disent Monsieur le Président, venez chanter avec nous, il se précipite. Moi, je vais le piéger comme ça. Tiens, je vais lui faire le coup si je le vois. Pas de retrait, pas de JO. Est-ce que vous soutenez ce mouvement pour perturber les Jeux Olympiques à Paris l'année prochaine? Il y a une colère qui va continuer, le droit de grève. Il est possible que des gens fassent grève, notamment à l'occasion des JO, pour faire entendre leur désaccord. C'est pas parce que c'est les JO d'un seul coup que le droit de grève va s'estomper. Ce serait quand même piquant que d'un seul coup, alors qu'on fait travailler 2 ans de plus, Monsieur le Président puisse parader en disant tout ça est merveilleux. Moi, sur les JO, il y a d'autres sujets. Par ailleurs, la législation du travail qui est pas respectée, des accidents sur les chantiers, etc. J'aimerais bien qu'on s'intéresse aux JO dans la réalité, parce que ça se passe dans mon département. Oui, en Seine-Saint-Denis. Sur le fait qu'il y a beaucoup de bénévoles, alors que je pense que c'est une forme de travail dissimulé aussi qui va se mettre en place. Le soi-disant bénévolat, ça s'ouvre à l'heure actuelle. Sur ces JO qui vont être quand même aussi pour beaucoup de grands groupes privés l'occasion de faire des profits juteux, j'aimerais pas que sur les chantiers, sur tout ça, la législation du travail soit pas respectée. Mais on peut profiter de ces JO, vu que tout le monde sera là, pour faire entendre que ce pays reste le beau pays que le monde aime tant, celui des manifestations et des gens qui luttent que le monde aime tant, que le monde moque. Adore. Pas du le tout. monde se moque aujourd'hui de la France. Le monde se moque. Vous n'avez pas vu toutes les séquences en fait qui sont tournées où on tourne la France en dérision? Non, mais attendez. On montre des vidéos où il y a des manifestations en permanence, des explosions. Votre belle profession qui déforme en vérité la réalité. Vous savez, ce que disent les journaux de la réalité, c'est comme en France. Vous allumez le poste, c'est pas toujours ce que pensent les gens. Que des journaux dans le monde. Il y en a beaucoup. D'accord, mais je peux vous dire que tous les peuples du monde, les salariés, les organisations syndicales, les travailleurs du monde entier aiment la France comme un lieu dans lequel ça proteste, parce que souvent les avancées sociales en France servent d'exemple pour dire, puisque les Français ont une sécurité sociale. En Europe, ils se disent, les Français ne partent pas les Français ne veulent pas travailler 2 ans de plus alors qu'on travaille déjà beaucoup plus longtemps. Non, mais les puissants, peut-être qu'ils veulent toujours faire travailler les gens pas plus, que les puissants, pas que les puissants. Mais c'est pas vrai. Je peux vous dire, c'est pas vrai. En Espagne, encore l'autre jour, mon amie Raquel Garrido est allée faire un meeting où elle a été chaudement applaudie quand elle a pris la parole et elle me racontait comment le public espagnol s'est mis à chanter la Marseillaise. Vous savez, la Marseillaise est un chant, notre chant national est un chant révolutionnaire dans tous les peuples du monde. Je vais parler du Chili, le parti de Salvador Allende, vous savez, le président chilien démocrate qui a été écrasé par Pinochet, leur hymne du parti chilien, c'était la Marseillaise en français. C'est un chant révolutionnaire. Nous, on l'a chanté à l'Assemblée, on a même été punis par Madame Brand-Pivet. Mais tout le monde aime la France quand la France est celle des droits de l'homme, des luttes sociales, de la justice et de l'égalité. Alexis Corbière, il y a eu cette annonce hier par le gouvernement de lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Donc il y a deux volets. Donc on va aller sur la fraude fiscale dans un instant, même s'il nous reste que 3 minutes. Mais il y a aussi la fraude sociale, avec ce qu'a dit Bruno Le Maire au passage. Il n'a pas envie que des personnes qui bénéficient d'aide aillent par exemple au Maghreb ou ailleurs. C'est élégant. Oui. Non mais il y avait Le Pen père, Le Pen fille, maintenant on a Le Pen mère, avec Monsieur Le Maire. Non mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que de quoi il parle? Alors premier sujet, oui il y a de la fraude dans ce pays. Maintenant ce que nous dit la Cour des comptes, c'est que la fraude des pauvres est une pauvre fraude. La fraude fiscale c'est 80 à 100 milliards. Estimé entre 14 et 40 milliards par une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Sur cette fraude, c'est aussi parmi elles, il y a des employeurs qui organisent de la fraude. D'accord? C'est pas les gens comme ça qui fraudent. Et parmi eux, vous savez que si on peut discuter de ceux il y a sans doute des tricheurs, mais il y a aussi un tiers des gens qui pourraient bénéficier de prestations sociales qui n'en bénéficient pas parce qu'ils ne le demandent pas. Ce que je veux dire, c'est que voilà, ils sont pas au courant, ils n'en font pas, ils sont tellement cassés dans leur tête ou ils sont ignorants parfois parce ils ne demandent même pas. Donc vous voyez, mais faire croire, comme le fait Monsieur Le Maire, que aujourd'hui le problème, ce serait qu'il y aurait évidemment des Maghrébins qui tricheraient et qui l'enverraient au pays, ce qui existe sans doute dans les marges, mais qui n'est pas le cœur du problème. C'est une manière évidemment, premièrement, de ne pas parler du cœur du problème. C'est que la principale fraude, elle est organisée par les employeurs. Et la fraude fiscale nous coûte entre 80 et 100 milliards. Alors que là, on parle peut-être de 1 milliard selon Gabriel Attal promet justement des mesures fortes. Mais ils sont toujours, forts avec les faibles et si faibles devant les forts. Et enfin, je vais vous dire pourquoi il fait ça. C'est encore plus dégueulasse. C'est qu'il veut détourner la conversation.
C'est une diversion Total. C'est un cynique. Et il utilise tous les clichés du zémourisme facile. Ah, les Arabes, ils viennent voler le pognon des Français. D'accord? Qui est absolument, bon, très bien, je trouve dégoûtant, mais faux factuellement. Mais qu'est-ce qu'il fait, monsieur le maire? Qui lui, monsieur à col roulé, si élégant, s'il le fait, c'est qu'il veut détourner la conversation. Alors, il y a eu l'opération de communication d'Emmanuel Macron qui a échoué. Et maintenant, ils veulent lancer des thèmes pour diviser les gens entre eux et pour dire que le problème, c'est pas de rester solidaire, les travailleurs pourraient empêcher qu'on travaille jusqu'à 64 ans. Oui, mais il y a c'est la de regarder si Mouloud ou Karim est pas en train de me faire les poches. Il a parlé aussi. Classique. Il parle aussi au gouvernement de la fraude fiscale que vous dénoncez également et pour s'attaquer aux entreprises. Ouais, mais ça, pour le dénoncer verbalement, 80 à 100 milliards d'euros chaque année. Vous imaginez tout ce qu'on pourrait faire pour régler. Pourquoi? Alors, pour en parler, ils en parlent. Pourquoi on n'y va pas? Pourquoi il n'y a pas plus d'embauches d'agents, notamment la police ou de services de Bercy pour traquer la fraude et l'évasion fiscale? Pourquoi on agit si peu? Pourquoi c'est autant des opérations de communication? Alors, c'est possible qu'ici ou là, il y a des tricheurs comme partout. Il y en a partout. Il y en a même, j'imagine, dans le journalisme, des gens qui font des mauvaises émissions, qui trichent ou que sais-je. Mais enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire? Le fond du problème majeur, structurant, n'est pas celui-là. Et a fortiori, j'aimerais que monsieur le maire nous donne les études qui l'amènent à dire que, citer le Maghreb, là on est dans quelque chose qui est de la drague électorale. Même ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être des électeurs du Rassemblement National, vous n'êtes pas idiots au point que monsieur le maire vient vous raconter ça et vous dire, ah voilà, enfin franchement, j'espère que vous vous sentez humilié par ce genre de yad, ça ne sert à rien. Merci Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, vice-président du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale, Merci, qui Patrick était Roger. notre invité ce matin sur Sud Radio.